Chers téléspectateurs, nous voici encore à notre rendez-vous ce samedi 1er février 2025. Nous allons échanger dans le cadre de l'émission Grand Angle et nous allons commencer par aborder quelques informations tout en sachant que l'actualité est très très abondante et nous avons dû sélectionner quelques repères. Le premier repère sur lequel nous revenons, et ça vous le connaissez déjà, c'est la date du 28 novembre 2024. Il y a un peu plus de 60 jours maintenant. Date à laquelle le président de la République avait annoncé. Et on exigeait 9 milliards pour payer les bourses, alors que les besoins réels ne se situaient qu'autour de 3 milliards. Et il s'est interrogé si les 6 milliards chaque année se dissipaient sans jamais laisser de tracé. Pour nous, les choses étaient claires. C'est pour ça que nous avons considéré cela pour un nouveau scandale, crimes économiques et financiers. Et nous avons pensé, exigé la traduction devant les tribunaux, devant la justice, des responsables de ce nouveau crime économique et financier. Ces crimes sont tellement nombreux. C'est vrai que nous avons entendu le Premier ministre parler d'une enquête administrative. Nous avons entendu le porte-parole du gouvernement parler d'une enquête administrative. Mais les choses telles que dites par le président sont extrêmement claires. On ne devrait pas avoir de difficultés là-dessus. Mais il y a d'autres crimes économiques et financiers qui sont là, qui sont toujours en attente. Je ne parlerai pas des 14 000 milliards, je ne parlerai pas des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture, mais ils sont tous en attente et nous devrions pratiquement essayer d'y avancer. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Nyanya soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. L'autre information sur laquelle nous tenons à revenir, elle est tellement importante. C'est cette lettre qui a été signée par le directeur général des impôts dans le cadre du guichet unique de paiement, adressée au directeur général de la Banque postale pour demander une transaction de près de 2 milliards.
Et ça nous conduit avec tous les débats qu'il y a eu, avec la controverse qu'il y a eu entre le problème du guichet unique des paiements et le compte unique du Trésor. Ça nécessite en urgence la réalisation par un cabinet indépendant, de réputation internationale, de l'audit de ce fameux guichet unique des paiements au niveau de la banque postale. Et je crois qu'il faut que l'on essaye d'y revenir parce que c'est des problèmes qui nous préoccupent et on devrait avancer et aller de l'avant là-dessus. Maintenant, l'un des gros problèmes que nous allons aborder, avant de passer à la thématique de ce jour, c'est la communication, sinon le point de presse qui a été organisé par M. Dominique Basseila, ministre délégué, commissaire politique, chargé du comité ad hoc du suivi des recommandations du dialogue national de CBT, qui a fait, qui dans ce point de presse, a abordé plusieurs problèmes qui font transparaître pratiquement une volonté de réorganisation à plusieurs niveaux. Mais nous allons essayer de nous attarder sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau électoral. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la révision qu'il propose de la Constitution. Une nouvelle révision, tout simplement dans le but de la conservation du pouvoir, de demeurer éternellement au pouvoir, tout en sachant que ni les gouvernants ni les acteurs politiques, pour la plupart, ne respectent ces lois fondamentales, ce qui est extrêmement préoccupant. Mais avant d'avancer, je dois dire aux Congolais, qu'est-ce que c'est que le comité ad hoc chargé du suivi des recommandations du dialogue national? Cette structure a été mise en place après le dialogue de CBT en 2015, qui avait pour principal objectif d'amener le Congo au changement de constitution de 2015. Et vous savez, maintenant tout le monde le sait, après les déclarations du président Mamadi Doumbouya, après le sommet à Malabo sur les changements anticonstitutionnels de constitution, tout le monde sait maintenant que le changement de constitution de 2015 s'est fait de façon anticonstitutionnelle, en violant la constitution du 20 janvier 2002, en violant la charte de l'Union africaine, en violant la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais on a mis en place un comité ad hoc qui en fait a pour responsable Dominique Basseila, mais qui a sous lui une équipe pratiquement de 10 personnes, composée selon la volonté des gouvernants par 2 représentants de la majorité présidentielle, 2 représentants de l'opposition, 2 représentants du centre, 2 représentants de la société civile et 2 représentants de l'administration. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, 10 ans après, où en est-on avec cette structure? Déjà qu'au niveau de la gouvernance électorale, nous avions déjà le ministère de l'Intérieur, nous avons la CONEL, la Commission nationale d'organisation des élections, nous avons la Direction générale des affaires électorales. Il a été créé un haut commissariat à la gouvernance électorale. Il y a le comité de suivi de la Convention sur la paix et la reconstruction du Congo. Tellement de structures. Mais en réalité, ces structures ne règlent en rien les problèmes de la gouvernance électorale. Et c'est là où on se rend compte qu'on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi les gouvernances actuelles n'arrivent pas à réduire le train de vie de l'État. Cette structure de 11 personnes ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça que Dominique Basseila, qui en plus est chargé, est secrétaire au Conseil national de dialogue avec Mbéry Martin, semble ne pas avoir de préoccupation. Parce qu'en termes de recommandations au niveau de la gouvernance électorale, rien n'est fait. Rien, absolument rien n'est fait. Et la gouvernance électorale n'a pas du tout évolué. En dépit de la pléthore, non seulement de ces structures, mais en plus d'un grand nombre de structures qui ne servent absolument à rien.
C'est pour ça que nous avons été surpris de voir M. Dominique Bassila s'enfoncer sur un nouveau thème. Il nous a parlé de la révision de la Constitution, avec la création d'un poste de vice-président, avec la création, mais le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle. On peut être amené à se poser beaucoup de questions. La première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est le manque de vice-président au Congo qui a plongé le Congo dans la crise actuelle? Est-ce que c'est le manque de vice-président qui fait que les gouvernants actuels sont incapables de trouver les solutions idoines et appropriées de sortie de crise? Est-ce que c'est le manque de poste de vice-président qui fait que ces gouvernants sont incapables de travailler pour sortir le Congo, pour sortir les Congolais de la misère dans laquelle ils sont plongés? Est-ce que c'est le manque de poste de vice-président qui fait que les Congolais n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité? Est-ce que c'est le manque ou les autres réformes qu'ils proposent? Est-ce que c'est le manque de poste de vice-président ou les autres réformes qui font que les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la situation chaotique et dramatique que nous connaissons maintenant? On peut se poser des questions. Est-ce que c'est le manque de poste de vice-président qui fait que les responsables des scandales de crimes économiques et financiers dans notre pays ne sont nullement inquiétés, ils se promettent, ils font tout ce qu'ils veulent? Non, M. Bassila. Et là, je crois que les gouvernants, si ce sont eux qui ont confié cette mission à Dominique Bassila, ils doivent amener Bassila à voir la réalité en face. Quelle est cette réalité? La réalité pour laquelle M. Dominique Bassila et son équipe doivent avoir le courage de s'y pencher, c'est que les gouvernants et les acteurs politiques ne respectent aucune loi fondamentale. Ils n'ont pas respecté la Constitution du 20 janvier 2002. Ils ne respectent pas la Constitution du 25 octobre 2015. Et à titre d'exemple, peut-être que le comité ad hoc que préside Dominique Bassila ne le sait pas. Ou bien ils n'ont pas le courage, ils ont la peur de le dire. Mais il faut qu'ils sachent, que les Congolais savent aujourd'hui, que conformément à la Constitution du 20 octobre 2015, les partis congolais du travail n'ont pas en conformité avec la loi. Par rapport à cette Constitution, le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Il faut que l'équipe de M. Dominique Bassila sache que depuis 2002, y compris lui-même et les autres gouvernants, ils n'ont pas déclaré leur patrimoine conformément à la loi, notamment l'article 55 de la Constitution, qui fait obligation à tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique de déclarer son patrimoine lors de la paix. Donc, en fait, ce que M. Bassila, qui a été un acteur pour le changement anticonstitutionnel de Constitution de 2002, ce qu'il doit faire, c'est faire l'évaluation de tout ce qui a été dit pour aller au changement de Constitution. Parce que lorsqu'on en parle, beaucoup de Congolais en sont touchés. Beaucoup de vies, beaucoup de Congolais ont perdu la vie dans cette affaire. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient raison dans le combat qu'ils menaient. C'est pour ça que sur ce problème, je tiens à dire de façon calme, sortons de la diversion, allons aux problèmes essentiels. Le Congo est en pleine crise. Le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle. Ce n'est pas le moment d'aller à la distraction. Et je considère ce que M. Bassila propose comme une distraction. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Mais nous comprenons qu'il y a dans ce pays des forces obscures, des officiers qui se battent pour une chose claire, c'est conserver éternellement le pouvoir, la conservation du pouvoir. Et c'est à ça qu'un certain nombre de cadres, même dans le domaine du droit, s'emploient à œuvrer pour ça. Et je les renvoie à la déclaration
du président guinéen Mamadi Doumbouya lors de la 78e session de l'Assemblée générale et des Nations unies, parce qu'il a été clair. Ce n'est pas la peine de chercher à tripatouiller les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir. Surtout lorsque, du point de vue du bilan, tout le monde est convaincu maintenant qu'on a amené le pays dans le chaos, dans la catastrophe, dans le drame, et qu'on a conduit les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Donc, je vous tenais à ce que cet éclaircissement soit fait, parce que j'ai été interpellé à plusieurs reprises sur ce sujet, et je tenais à dire que c'est de la véritable diversion. Maintenant, pour la thématique d'aujourd'hui, nous avons voulu tenir compte de l'actualité. Et l'actualité présente, nous la connaissons, surtout en ce qui concerne notre pays. Nous suivons attentivement, avec beaucoup de préoccupations, ce qui est en train de se passer en RDC, en République démocratique du Congo, ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Umwe ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18. Twari turi mu rusengero tugiye twumva amasasu garavuze intumbi nabonye ku ntumbi 9 wanakuja sasa kushika nchi yetu, wanakuja kushika udongo mahali tunapokaa. Fin novembre 2022, la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est le théâtre d'un massacre. À Kishiché et Bambo, plus d'une centaine de civils sont tués selon les Nations Unies. Ce massacre, l'ONU et l'armée congolaise l'attribuent à une milice armée, le M23, un groupe né au début des années 2010, devenu l'un des plus actifs de la région. Aujourd'hui, on parle beaucoup du M23 parce que c'est une rébellion qui conteste très fortement l'autorité du gouvernement congolais, mais il y en a beaucoup d'autres. Attaques armées, enlèvements, violences sexuelles, les témoignages et les données obtenues par le monde éclairent comment des centaines de groupes armés, dont le M23, sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays grand comme 4 fois la France. L'est de la RDC en fait connaît un état de conflit et de déstabilisation très important depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans en réalité. Ce mouvement du M23 se situe dans la province du Nord Kivu. Après plus de 8 ans d'inactivité, les rebelles du M23 reprennent les combats dans l'est de la RDC en novembre 2021. Selon l'ONU, le groupe est soutenu par le Rwanda. Et des forces armées rwandaises combattent aux côtés du M23, le camp pro-gouvernemental. De nouveaux équipements, tels que de l'artillerie lourde et des missiles solaires, ont même été repérés par les Nations Unies. Un déploiement qui scandalise les autorités congolaises. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Les intérêts sont aussi économiques, car les montagnes du Nord Kivu regorgent d'or, d'étain et de coltan, ce matériau précieux utilisé notamment dans les téléphones portables. Depuis plus de 2 ans, le M23 gagne du terrain. Alors aujourd'hui, le M23 détient une grande partie d'un territoire de l'est de la RDC qu'on appelle le territoire de Rutshuru et des parties plus petites des territoires de Masisi et Nyiragongo. Ils sont présents au nord de Sake également et ils contrôlent aussi la ville de Kichanga qui est assez importante. Tous les accès routiers à Goma sont aujourd'hui contrôlés par le M23. En octobre 2023, il y a eu une grande offensive coordonnée entre l'armée congolaise et une coalition de groupes armés qui s'appelle les Wazalendo, ce qui veut dire patriotes en Swahili. Cette coalition essayait de reprendre des territoires importants au M23, mais ensuite ils ont été à nouveau repoussés. Et aujourd'hui, quasiment tous les gains territoriaux qu'ils avaient fait à l'époque ont été effacés. Première victime de l'avancée du M23, les civils. Le 29 novembre 2022, à Kishiché et Bambo, les rebelles se lancent dans une chasse à l'homme. Les maisons sont fouillées,
Les civils exécutés arbitrairement, par balles ou à l'arme blanche. Le Monde a obtenu le témoignage de survivants. Mon mari était caché dans le plafond. Quand il a vu que les hommes du M23 commençaient à me brutaliser, il s'est signalé et ils l'ont fait descendre. Ils l'ont amené à l'extérieur, ils l'ont allongé et l'ont tué. Des hommes inconnus sont entrés chez nous. Nous étions 6 femmes. Ils ont sorti mon mari et nous ont toutes violées, puis ils sont partis. Tu as été violée par combien d'hommes? 13 hommes. Des survivants ont raconté avoir été forcés par les rebelles à enterrer leurs morts dans des fosses communes. L'ONG Human Rights Watch en a identifié au moins 14. Au meurtre s'ajoutent les kidnappings et les enrôlements de force. Les rebelles sont arrivés dans mon village. Ma mère a pris une balle, elle est morte sur le coup. J'ai vu beaucoup de monde tomber sous les balles. Mon père a été enlevé par les rebelles. Mon mari avait été enlevé bien avant. Je suis à l'hôpital parce que depuis leurs positions élevées dans les montagnes, les rebelles du M23 ont largué des bombes sur la population civile. Beaucoup d'entre nous ont été blessés. Nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes. L'une d'entre nous était encore très jeune. Elle a été violée par 6 soldats. Elle a encore des lésions. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de jeter un nouveau regard sur les débats que nous avons, à savoir sur les accords qui ont été passés entre le Congo et le Rwanda. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les 2 pays. Celui-ci a été signé entre les 2 ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous sommes très satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, pourquoi? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. L'inquiétude grandit au point que les ministres se déplacent dans les émissions de télévision pour tenter des explications. Le chef du gouvernement lui-même se rend sur le terrain avec la presse. L'objectif est tout simplement de contrer l'idée que le Rwanda possède une partie du Congo. À quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Poul, de la Bwenza, du Nyari. On a produit des documents. Preuve à l'appui. Personne n'a voulu voir. Le problème, c'est que la société civile et les opposants demandent à consulter ces documents, ces preuves, sans résultat. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis au diplomate rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans,
Les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de deux projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial de Maluku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Et nous allons aussi faire le ricin villageois là où la population congolaise va cultiver le ricin et nous allons signer un contrat d'achat de tout le ricin qu'ils vont produire. Un ambassadeur rwandais s'en va, un autre va lui succéder dans les prochains jours. Au-delà de ces affectations, la coopération entre Kigali et Brazzaville restera marquée du sceau de la continuité, a indiqué Théonès Mutsenda Chiaka. Le dossier que je vais laisser sur la table à mon successeur, c'est de continuer à cimenter les relations diplomatiques entre nos deux pays. C'est pour ça que nous tenons à vous rappeler qu'en 2021 et en 2022, le Congo, pays de 342 000 km² et il y a une population de 6 millions d'habitants, a signé avec le Rwanda, pays de 26 338 km² avec une population de 14 millions d'habitants, près de 530 habitants au km², 15 accords. Et ça, ces accords ont soulevé beaucoup de controverses au niveau du Congo. Nous avons pris part à ces débats. Nous avons développé une argumentation extrêmement solide. Et parmi l'argumentation que nous avons développée, nous avons insisté avec force sur le fait qu'on ne devait pas utiliser les terres congolaises pour fournir et faire procurer au Rwanda des moyens, surtout financiers, pour lui permettre d'entretenir la guerre à l'est de la République du Congo et d'y massacrer des populations. Nous l'avons dit avec force. Et nous avons une argumentation. Nous nous sommes même préoccupés sur les aspects de mensonges, à savoir qui mentait entre le Congo et le Rwanda. Le Rwanda qui faisait des déclarations pour dire que le Congo avait offert des terres et que ces terres étaient devenues la propriété du Rwanda. Et le Congo mais en réalité, le Congo n'a jamais démenti formellement et officiellement cette situation. Nous avons même abordé d'autres aspects. Nous avons dit que nous ne comprenions pas le choix qui avait été fait d'installer ces fameux sites rwandais dans des zones de la partie sud qui étaient particulièrement proches de la frontière de la RDC et de l'Angola. Et nous avons insisté et nous avons suivi tout ce qui a été fait à l'extérieur du pays, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en France, où les Congolais se sont mis debout. Ils ont clamé haut et fort non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et je rappelle aux Congolais que le 21 juillet 2024, au Sénat, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a lui-même fait un aveu en reconnaissant, lorsqu'une question lui a été posée sur cette situation des terres, parce qu'on lui a fait comprendre que malgré sa communication, les Congolais n'étaient pas convaincus. Ce n'est pas que les Congolais n'étaient pas convaincus. Les Congolais ont toujours rejeté violemment ces accords. Et Koliné-Makosso a déclaré au Sénat qu'il n'y avait qu'un seul parlementaire qui soutenait l'action du gouvernement. C'était un aveu cinglant. Un seul parlementaire sur les 423, les 223 parlementaires que compte notre Parlement. C'était flagrant, c'était la preuve manifeste que les Congolais rejetaient
cet accord. Et malheureusement, nous avons constaté une chose claire, c'est que les gouvernants congolais ne partagent pas notre point de vue. Et nous avons dit que nous n'avions pas de problème avec le peuple rwandais, tout comme nous n'en avons pas avec le peuple de la RDC. Mais que les accords s'étaient passés entre les gouvernants pour lesquels nous soupçonnons avoir un agenda caché sur cette affaire. Et la preuve a été donnée. Le président de la République a accordé à Jeune Afrique, je crois dans sa parution numéro 3140 de septembre 2024, une interview dans laquelle, lorsque ce problème a été abordé, il a parlé de polémique politicienne. Il a même évoqué l'aspect de la rwandophobie, ce qui n'est pas le cas, puisque les Congolais, lorsqu'il y a eu le génocide du Rwanda en 1994, là, le Congo a été une terre véritablement accueillante. Mais par la suite, dans le message sur l'état de la nation, le président de la République est revenu sur le fait que la législation congolaise permettait à tout citoyen, à tout étranger, à toute société qui en avait les moyens de venir s'installer au Congo. Ce que nous ne partagions pas, surtout avec l'argumentation que nous avons évoquée. Mais au-delà de ça, ce que les gouvernants n'ont jamais évoqué, un problème, un aspect qui leur pose de sérieux problèmes, ce sont les révélations de Laurent Sokoko sur le complot international qui était monté contre le Congo et pour lequel, jusqu'à présent, les gouvernants congolais jouent au silence. En fait, ils en sont terriblement gênés. Ils savent que ce problème touche les hautes têtes du Parti congolais du travail. Ils savent que ce problème touche les grosses têtes du gouvernement. Et c'est pour ça. Mais le problème est là. Il faut bien qu'un jour, que ce problème-là soit évoqué. Donc, les gouvernants congolais ont choisi de soutenir cette vision avec le Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont pas changé leur position d'un seul État. C'est pour ça qu'au-delà de la divergence, nous avons constaté ces dernières semaines, ces derniers temps, qu'il y avait un balai diplomatique qui se déroulait au niveau du Congo. Et c'est pour ça que nous avons constaté que ce problème devenait extrêmement préoccupant au niveau sous-régional, au niveau africain. Et nous avons constaté que le 21 décembre 2024, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Brazzaville. Et dans le compte rendu fait par les médias, il est apparu clairement que pendant les échanges qui ont eu lieu, même si diplomatiquement, on a parlé de l'excellence des relations, mais on a dit que les échanges ont porté sur la situation préoccupante au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Après le voyage du président Antoine Félix Tshisekedi, nous avons vécu le 11 janvier. Cette fois-ci, la visite à Brazzaville du président angolais qui est en même temps médiateur dans la crise qui oppose la RDC et l'Angola. Et nous avons compris, puisqu'il est apparu là aussi dans les échanges qui ont eu lieu, que la situation à l'est de la République démocratique du Congo a occupé une place extrêmement importante. Et nous avons continué. Ensuite, ici même à Brazzaville, nous avons été surpris que le 15 janvier, après avoir été reçu par le président de la République, l'ambassadeur rwandais est venu parler de l'excellence des rapports entre le Congo et le Rwanda. Et que dans ces rapports, on accordait un volet tout à fait particulier à la diplomatie économique. Il a parlé de ce que les affaires marchaient bien en ce qui concernait la zone industrielle et commerciale de Malibu, et que bientôt on allait produire des produits made in Congo. Et il a parlé de quelque chose qui nous a surpris. Je dis bien le 15 janvier, de ce que il s'apprêtait à lancer le projet de la culture du raisin sur 3000 hectares à Aubéville, dans le département de la Beauce. Pourquoi ça nous a surpris? Mais ça nous a surpris parce que nous allons y revenir. Au moment où il en parle, le 15 janvier, ces accords
sur la culture du ricin et autres, sont censés avoir été déclarés caducs par le gouvernement après qu'on ait constaté le 8 décembre 2024 que rien n'avait bougé sur le terrain par rapport à ce que le Premier ministre avait lui-même déclaré. Mais ce qu'on a constaté, c'est le curieux silence du gouvernement congolais qui ne réagit pas, qui fait comme apparaître que le Congo est comme un pays sous le parrainage du Rwanda. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout acceptable. Et on a continué. Mais ensuite, par la suite, après la visite de l'ambassadeur auprès du président de la République, nous avons également suivi la visite du ministre congolais des Relations extérieures. Alors là, ça a commencé à nous préoccuper. Pourquoi? Mais parce que pendant cette rencontre, le président de la République est assisté par le ministre congolais chargé de la Défense. Et nous avons compris que les affaires prenaient toute une autre tournure, de sorte que lorsque nous sommes arrivés à la situation que nous vivons maintenant en RDC, sinon entre la RDC, le M23 et le Rwanda, nous n'avons pas été surpris et nous voulions avancer. Donc voilà un autre volet extrêmement important. Et je pense, pour l'observateur et l'analyste politique que je suis, que toutes ces visites tendaient à attirer l'attention du Congo sur ce que pouvait être la responsabilité du Congo sur la situation qui pourrait se présenter pas seulement entre le Rwanda et la RDC, mais dans la sous-région, parce que c'est la sous-région qui se trouve maintenant dans une véritable situation d'insécurité. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous avons vécu? Nous avons vécu un phénomène curieux. On découvre des images, soi-disant de 9000 étrangers qui se seraient retrouvés, je ne sais pas si c'est à Matingo ou à Dolisie, et qui allaient à Mayoko ou à Binda pour extraire de l'or. Et on a été surpris. Dans le même temps, les citoyens de la RDC ont réagi, puisqu'ici au Congo, ils ont été présentés comme des Koulouna. Et les citoyens de la RDC ont réagi à travers les réseaux sociaux pour dire qu'il s'agissait plutôt d'une infiltration qui était préparée pour que l'on prépare une rébellion à partir de Mozi dans le Bas-Congo. Ce qui est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave. Et nous avons suivi les témoignages d'un compatriote qui a suivi les affaires au niveau de Dolisie et qui nous a informés tous de ce que, depuis 2020, il y a des infiltrations des étrangers, notamment dans les départements de Guignari, qui sont installés dans les forêts du district de Mongoudou Sud, et qu'on pouvait dénombrer comme ça plus de 3000 éléments, etc. Et que, avec la complicité de certains responsables, des actes de naissance leur étaient délivrés. Et certainement des pièces d'identité moyennant une somme, je ne sais pas si c'est de 10 000 ou de 20 000 francs. Certains en profitaient pour aller au Gabon, d'autres montaient à Pointe-Noire et ont procédé à leur changement de nom. Et c'est là où il y a quelque chose pour laquelle les Congolais doivent être vigilants. Parce que lorsque les Rwandais disent qu'ils vont faire la culture du ricin et ils vont recruter des Congolais, est-ce que ce n'est pas ces faux Congolais avec des papiers qui ont été distribués et obtenus de manière assez curieuse et délicate qu'on va utiliser? En fait, on peut soupçonner que ce sont des éléments militaires et que pratiquement, c'est un aspect extrêmement important parce que lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on regarde les données du recensement, lorsqu'on regarde les réactions que nous avons eues, en étant surpris de l'évolution démographique dans certains départements, dans certaines zones de ce pays, nous nous demandons si réellement notre pays n'est pas en train d'être occupé par des étrangers, mais lesquels? C'est au gouvernement de nous donner la réponse à cette situation. Et je crois, j'appelle à la vigilance des Congolais pour que nous n'en soyons pas surpris et que nous essayons d'aller de l'avant. Mais au-delà de ça, nous allons aborder un autre aspect. C'est l'aspect de la caducité des autorisations express et
express qui ont été accordés. C'est le Premier ministre lui-même qui l'a dit. Et je vais prendre, pour que je ne me trompe pas, la transcription d'une déclaration du Premier ministre qu'il a faite après le tour des zones qui étaient visées par l'occupation rwandaise. Le Premier ministre a fait un constat qui, à mon avis, est clair. Il a dit ce qui suit. Les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper et d'autorisation express. S'agissant de la localité de Massangi, dans le district de Yamba, malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, si toutes les diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Et c'est pour ça que depuis un moment, lorsque nous faisons des missions grand angle, mais nous demandons au Premier ministre depuis le 8 décembre, qu'est-ce qu'il y en est? Nous sommes partis au journal officiel pour voir. Bon, c'est vrai que les autorisations provisoires, tant d'express que d'occuper que provisoires, sont délivrées par le ministère chargé des affaires foncières. Mais en ce qui concerne l'autorisation express, c'est fait par un décret. Et nous avons ici le tableau que le Premier ministre nous a envoyé, nous qui avions pris position sur ces problèmes. Le Premier ministre avait eu la gentillesse de nous envoyer tout un bulletin dans lequel il y a ce tableau. Et dans ce tableau, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons pratiquement la programmation de toutes les autorisations provisoires. Mais je vais commencer par l'autorisation express parce qu'il n'y en a qu'une. Il y avait une autorisation express d'occuper qui était accordée à la société Eleveco Congo pour une durée de 20 ans dans le district de Yamba, ranch de Massangi, pour près de 11 084 hectares. Mais le Premier ministre lui-même a dit que cette autorisation est arrivée pratiquement à terme. Pourquoi? Mais parce que le bénéficiaire a eu la maladresse de faire sous-louer à des Congolais cet espace. Et que d'après les dispositions, je crois du décret, je crois que je l'ai sous les yeux, c'est le décret, mais excusez-moi, c'est le décret 2021-671 du 31 décembre 2021, d'après l'article 25 de ce décret, en cas de sous-location, évidemment, tout est terminé et la démarche et sinon l'autorisation doit être purement et simplement annulée. Mais nous attendons le texte de l'annulation de ce décret pour que les populations de Yamba, dans le ranch de Massangi, se rendent compte que l'espace qui avait été attribué aux Rwandais ne l'est plus parce que les textes sont présents et on est prêt à les leur servir. Maintenant, s'agissant des autres localités, il s'agit des autorisations 392, 393, 394, notamment celle de Badingou, à laquelle l'ambassadeur du Rwanda fait allusion. Mais il faut que les populations de Badingou sachent que n'ayant rien entrepris sur cet espace jusqu'au 8 décembre 2024, ces autorisations sont frappées de caducité. Et c'est bien ce que je vous ai dit dans la transcription de la déclaration qui avait été faite par le Premier ministre Anatole Koulibaly. Donc aujourd'hui, sur la base de ces textes, sur la base des décrets à la fois 2022-258 du 16 mai 2022 et du décret, etc., tous ces espaces sont censés ne plus intervenir,
voir les Rwandais développer des activités sur ces espaces. Et je pense que les choses sont suffisamment claires. C'est à l'administration, puisque le Premier ministre avait insisté sur le fait que l'administration est écrite, c'est à l'administration de transcrire ça. Mais aujourd'hui, nous avons la situation. Je mettrai une nouvelle fois ce tableau sur les réseaux sociaux pour que les Congolais se rendent compte que les dispositions n'ont pas été respectées. S'agissant de l'Eveco, c'est clair, dans le ranch de Massani, dans le district de Yamba, les Rwandais n'ont plus leur autorisation provisoire d'occuper a été frappée de caducité. Pour ce qui est des autres autorisations, à partir de ce que j'ai dit, c'est frappé de caducité, de sorte que l'ambassadeur rwandais, qui semble-t-il est venu parler de la culture du ricin, parlant certainement de l'autorisation qui lui a été délivrée par le ministère chargé des Affaires foncières, oui, sous le numéro 390 du 8 décembre 2022, mais il faut que l'ambassadeur du Rwanda sache que c'est frappé de caducité et qu'on ne peut plus revenir sur ces questions. Mais nous avons les éléments. Maintenant, le point sur lequel nous allons essayer de nous appesantir, c'est la situation actuelle qui se passe en République démocratique du Congo. Nous en sommes véritablement préoccupés. Nous sommes très émus lorsque nous voyons ce qui se passe. Et nous savons que nous avons toujours condamné ce qui s'est passé dans cette zone. Nous nous sommes toujours préoccupés de la souffrance et de la misère des Congolais. C'est pour ça que nous tenons d'abord à présenter nos condoléances les plus émues, les plus attristées aux familles des milliers des victimes de cette guerre qui dure dans cet espace depuis 30 ans et pour lesquelles des millions et des millions de Congolais de la RDC ont déjà perdu leur vie. Il y a d'autres citoyens d'autres pays également. Nous n'allons pas nous plier. Et cette situation crée beaucoup de déplacés. La raison essentielle est simple. C'est la volonté d'appropriation des richesses naturelles que regorge cette région de la RDC. Et c'est véritablement dommage. Et c'est pour ça que nous revenons sur la position congolaise en disant que nous avons toujours dit que nous ne voulions pas et que nous n'étions pas favorables à ce que le Congo cède ses terres pour permettre aux Rwandais d'avoir les moyens, y compris financiers, pour continuer à perpétrer la guerre, à continuer la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et à y perpétrer des massacres. Trop, c'est trop. Et nous condamnons avec une très grande énergie ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous souhaitons que les démarches soient menées à tous les niveaux pour que ces peuples, cette population puisse retrouver la paix, qu'elle puisse vivre paisiblement sur ces territoires et que ces richesses soient mises à profit pour améliorer la condition de vie des Congolais, qui, il faut le reconnaître, sont plongés dans la misère et dans la souffrance. C'est pour ça que nous tenons à vous rappeler la position qui a toujours été la nôtre. C'est pour ça que nous n'avions pas été contents des sites qui avaient été choisis au Congo pour placer les Rwandais. C'est pour ça que nous avons été surpris très tôt de ce que ces sites au Congo n'étaient choisis que dans la partie sud du Congo, qui ne recouvrait que 160 000 kilomètres carrés. C'est pour ça que nous n'avons jamais été contents de l'installation à Maluku de Cristal Venture, qui n'est rien d'autre qu'une structure appartenant à la nomenclature militaire rwandaise. Parce que nous savions, et nous avions déjà une idée sur les visées, sur l'agenda caché, sur en réalité ce qui se cachait. Mais nous attirons l'attention des gouvernements. Nous ne souhaitons pas que le Congo devienne co-belligérant dans cette affaire. Et nous souhaitons que le Congo prenne des dispositions pour être vraiment
à l'écart de cette situation. C'est pour ça que nous tenons, dans le cadre des accords qui ont été signés, à revenir sur un aspect. C'est l'accord de coopération militaire et technique qui a été signé entre le Congo et le Rwanda en novembre 2021. Et nous insistons particulièrement sur 2 articles. Le premier article, puisque j'ai le document que le Premier ministre nous avait fait parvenir, le premier aspect sur lequel je vais m'appesantir, c'est l'article 2, relatif au champ d'application. Mais je dois dire aussi aux Congolais et à l'opinion internationale que l'accord de coopération militaire et technique signé en novembre 2021 n'a jamais été ratifié, n'a jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement, conformément à l'article 217 de notre Constitution qui dit clairement que le président de la République négocie, signe et ratifie les accords, mais la ratification intervient après l'autorisation du Parlement. Cet accord, l'accord militaire et technique, n'a jamais reçu la ratification du Parlement. Maintenant, revenons à l'article 2, nous tenons à dire quelque chose de simple. Il est dit ceci: les parties réalisent la coopération militaire et technique dans les domaines suivants. Je ne cite pas tous les domaines, je n'en retiens un, c'est celui de l'échange de renseignements. Non. Les gouvernants congolais doivent s'abstenir de cela. D'abord, l'accord n'a pas été ratifié. Et dans la situation actuelle, nous ne voulons pas d'une situation de co-belligérance. Nous voulons une situation de neutralité qui nous permette d'avoir des très bons rapports de voisinage avec tous les pays voisins, qui nous permettent de favoriser la stabilité dans toute la sous-région, qui nous permettent de favoriser la vie en paix entre tous les peuples de la sous-région et qui doit nous permettre de nous élever contre toute tentative de génométrie. Maintenant, au-delà de cet aspect, je vais passer à un autre article. En fait, qui prévoit qu'en cas de guerre, ou d'événements particuliers, ce qu'on appelle le cas de force majeure, les dispositions doivent être prises. Et ça, j'ai trouvé cet article extrêmement important parce qu'il est dit ceci. En cas de force majeure, entre parenthèses, tout événement soudain et grave, imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté des parties et affectant gravement l'une des parties, telles que crise politique majeure, guerre, catastrophe naturelle, les 2 parties se rapprocheront pour décider du maintien, de la suspension ou de la résiliation du présent accord après examen consensuel de la situation dans le cadre d'une commission extraordinaire. Les choses sont claires. Et là, cet article fait l'ouverture à ce que nous avons toujours souhaité, l'annulation pure et simple, non pas seulement de l'accord militaire, de coopération militaire et technique, mais de tous les accords qui ont été signés entre le Congo, le Rwanda et le Congo. Maintenant, avant de terminer sur cet aspect, je vais revenir sur un aspect extrêmement important. Nous avons été extrêmement préoccupés de voir ce qui a été fait sur les bâtiments de l'ambassade du Congo à Kinshasa. Nous le regrettons, nous le déplorons et nous le condamnons. Nous le condamnons parce que le peuple de la République démocratique du Congo doit comprendre que le peuple du Congo n'a aucun problème avec nous. On a toujours vécu en très bonne harmonie. Nos relations historiques, séculaires sont tellement cimentées, sont fortement cimentées et que nous n'avons pas le droit. C'est pour ça que nous tenons à insister pour dire vraiment nous condamnons. Nous condamnons, c'est vrai, l'agression telle qu'elle se présente, mais nous condamnons aussi l'acte qui a conduit à ce qu'on ait porté atteinte à notre ambassade. Et j'ai été très fortement touché lorsque j'ai vu le drapeau congolais être brûlé par des citoyens de la RDC
Et je pense qu'on devrait régler les problèmes autrement que cela. Maintenant, pour le reste, je pense que nous avons fait le tour de la question. Nous déplorons ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Nous sommes préoccupés par la souffrance des milliers de populations de la RDC. Nous sommes préoccupés par la situation des déplacés, des réfugiés. Nous interpellons également tous ces pays qui ont l'œil sur la RDC, soi-disant pour la balkanisation, soi-disant dans une démarche de vouloir diviser ce pays en morceaux pour s'accaparer des parties qui sont extrêmement riches. Ces richesses appartiennent au Congo. C'est vrai qu'il y a eu la délimitation des frontières qui sont indépendantes des Africains, mais elles sont là, il faut les respecter. Et je crois qu'il faut que le Rwanda s'abstienne de ce genre d'agression qui se déroule actuellement. Et cette volonté d'hégémonie n'est pas une bonne chose. N'est pas une bonne chose pour le Rwanda, n'est pas une bonne chose pour la RDC, n'est pas une bonne chose pour tous les pays africains. Et c'est là où je me suis surpris du silence de la plupart des pays africains sur ce qui se passe en RDC. Et c'est là où je suis surpris de ce que je vois comme silence curieux de l'Union africaine, alors que c'est en ce moment. Déjà, nous sommes touchés par ce qui se passe dans les pays de l'actuel AES. Mais si nous voulons aller de l'avant, il faut que nous confortons les fondements de l'Afrique. Il ne faut pas que ce mot de panafricanisme soit vain. Il faut qu'avec les ambitions que nous avons, que nous allions, mais que l'Afrique soit un continent respecté. Mais l'Afrique ne sera respectée que lorsque les Africains eux-mêmes seront capables d'accorder à ce continent le respect qu'on lui doit et qu'on doit avancer. Ce n'est pas intéressant qu'il y ait des conflits entre les pays africains pour des raisons parfois qu'on a du mal à accepter, et ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, chers téléspectateurs, je suis très ému par ce qui se passe en République démocratique du Congo. J'ose espérer que la communauté internationale va agir très rapidement pour qu'on revienne à la paix, tout en respectant l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous voyons ce qui se passe. En suivant les vidéos, on constate que cela peut constituer une menace grave pour la stabilité au niveau de la sous-région. Et ça ne serait pas intéressant pour la paix, pour le développement et pour le devenir, non seulement de nos pays, mais pour tout le continent africain. Donc, chers téléspectateurs, c'est pour ça que j'ai souhaité essayer de rejeter un coup d'œil. Maintenant, en guise de conclusion, je dois dire une chose simple. S'agissant du problème de la révision de la Constitution, tel que M. Basseïda l'a abordé, d'entrée de jeu, j'ai signalé que M. Basseïda était secrétaire au Conseil national du dialogue avec Martin Berry. Et je tiens à signaler à ce titre que le Conseil, cette institution, Conseil national de dialogue, depuis 2015, n'a jamais été formellement mise en place. Et je rappelle à M. Basseïda que la gouvernance n'a pas été améliorée d'un iota et que sa structure, à mon avis, est une structure pléthorique qui a été créée pour faire plaisir et donner satisfaction à un certain nombre de personnalités politiques pour des raisons que je ne chercherai pas à qualifier. Et quand je parle de la réduction du train de vie de l'État, le comité ad hoc que préside M. Dominique Basseïda, etc., devrait être entraîné par la réduction du train de vie de l'État. Ça fait partie, à mon avis, des structures qui doivent être supprimées pour que nous allions vers des structures efficaces qui devraient résoudre nos problèmes. Maintenant, s'agissant de la situation en RDC, nous sommes solidaires du peuple congolais, de la RDC. Et nous reprécisons, en tant que Congolais, tant Congolais de l'intérieur que de l'extérieur, ce que nous avons toujours dit. Non à la vente des terres. Non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple. Avec cette agression que nous venons de vivre, avec toutes les informations que nous avons,
sur la situation des Rwandais au Mozambique, avec les violences qui s'en sont suivies. Je crois que les gouvernants congolais doivent tirer des leçons. Mais en ce qui concerne les Congolais, il faut que nous allions à l'annulation pure et simple de ces accords. Et nous rappelons au Premier ministre que c'est lui qui avait déclaré que les autorisations provisoires d'occuper et les autorisations expresses d'occuper sont devenues caduques. Il faut que le gouvernement congolais prenne des textes pour rétablir la situation et faire en sorte et expliquer aux Congolais que les terres qui avaient été cédées aux Rwandais, etc., ne le sont plus parce qu'ils n'ont pas été capables non seulement de respecter les dispositions, mais en plus les Congolais ne voulaient pas du tout de leur présence sur notre territoire. Ce que le Premier ministre lui-même a vécu en écoutant les Congolais et en message. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ce sujet. Mais avant de vous quitter, je dois vous dire que nous suivons avec préoccupation la situation au niveau de la RDC. Et nous attirons l'attention des gouvernements. Nous ne souhaitons pas que le Congo soit considéré comme co-belligérant dans cette affaire. Et j'ai lu une publication de Brazza News qui m'a préoccupé, où il semblait parler d'un accord secret signé entre les gouvernants congolais et les gouvernants du Rwanda pour que nos aéroports civils et militaires servent au Rwanda. Il n'en est pas du tout question. Il n'en est pas du tout question. Et il ne faut pas que les gouvernants puissent se lancer dans une telle démarche. C'est sur ça, chers téléspectateurs, que je termine mon émission. J'avais pensé intervenir aujourd'hui dans la continuation de ce que nous avons dit sur la gouvernance électorale. Mais l'importance de l'actualité a voulu que nous revenions sur ces choses et que nous reprécisions au gouvernement congolais qu'il faut qu'on aille à l'annulation pure et simple des accords que nous avons signés avec le Rwanda. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au samedi 8 février 2027 pour que nous développons un autre thème. Merci pour votre aimable attention.